Voilà, on a commencé là-dessus. Ça y est. Everybody sells. Ça, c'est une bonne manière De démarrer. Je l'ai pris au débeauté, à dépourvu, je sais pas. En tout cas, voilà, Julien qui me dit ça. On est associé Everybody Sells. Je trouve que c'est une bonne manière de commencer ce podcast. Alors voilà, vous assistez à cette rencontre de deux associés, presque en direct en tout cas. Voilà, ça me fait penser à un grand moment de podcast. Qui n'était pas chez moi malheureusement, mais dans un podcast qui s'appelle Startup, qui est produit par Gimlet Media, que j'écoutais. Ça fait partie des premiers podcasts que j'écoutais en 2014, et dans lequel en fait t'as comment il s'appelle, ça va me revenir, mais le premier épisode d'ailleurs, le fondateur de Gimlet Media rencontre Chris Sacca, qui est un investisseur, un VC ultra connu aux États-Unis, un cow-boy assez bizarre. Et puis plus tard dans l'aventure, il se rend compte, il cherche son associé, il en trouve un. Après, il négocie les parts. Et en fait, c'est vraiment ça mon inspiration pour ce que je veux faire avec OVNI, c'est vraiment expliquer comment. Voilà. Donc, si ça se trouve, Julien et moi, on va pas du tout s'entendre. J'espère que ce ne sera pas le cas, parce que c'est chiant quand même de s'associer avec des gens avec qui on ne s'entend pas. Mais vous allez le savoir déjà dans 3 quarts d'heure. Bah, tu vois, moi, ça me rappelait la première histoire, parce que avant de rejoindre OVNI, j'avais monté une boîte qui a été citée Future Licorne Française 3 années de suite. Et le développeur, quand on a démarré, il y en avait un qui était à Portland, dans l'Oregon. Ouais. Moi, j'étais dans mon sous-sol à Cachan. Et on avait un développeur qui était à Chiang Mai, à 2 heures de route de Chiang Mai, avec une antenne Wi-Fi accrochée à un baobab. Si je tire un peu le trait, marier une prostituée, comme ça on fait vraiment tous les clichés. Et on s'est rencontrés pour la première fois à Las Vegas, 2 ans et demi après la création. Pas mal. Pas mal. Pas mal. Donc là, tu vois... Alors toi, tu me connais pas, mais moi, je te connais bien parce que tu es souvent dans mes oreilles. Et donc, dans ma nouvelle activité du sud de la France, c'est vrai que sur mon tracteur, tel un paysan, j'ai mon podcast et je t'écoute. Ah, tu veux m'expliquer ce que tu fais sur ton tracteur, mais avant, juste pour comprendre, est-ce que cette future licorne 3 années d'affilée est devenue réellement licorne ou pas ? Eh ben, elle n'est pas devenue licorne, mais elle aurait dû, si Ouais. je ne m'étais pas mis sur la tronche avec les investisseurs. Ok. Et ça a été aussi une des exégènes de la petite graine qui a fait qu'ensuite je suis passé du côté sombre de la force en prenant la direction générale du Crédit Mutuel et du CIC sur tous les investissements start-up. Okay. Pour pouvoir te mettre sur la gueule avec les gens chez qui t'investissais. Non, mais en fait, je pense que la pédagogie des fonds n'est pas suffisante pour expliquer les attentes des fonds vis-à-vis des startups. Okay. Quand tu es entrepreneur, tu comprends pas tout, tu comprends pas exactement quelles sont les attentes, encore moins parce que je l'ai créé en 2011, vendu en 2018. Et à cette époque-là, tu n'avais pas la BPI, tu n'avais pas tous ces réseaux d'entrepreneurs ou d'entraide. En tout cas, je n'avais pas réussi à les trouver ou je n'avais pas été suffisamment à l'écoute de ça ou tellement focus sur le business en fait, j'ai eu vraiment des vraies lacunes dans la compréhension de ce qu'attendaient les fonds. Ça, c'est Cedexis. Ça, c'est Cedexis. Et Cedexis, ça n'a pas été une licorne, mais ça n'a pas été un gros fail non plus, on est d'accord ? Non, ça va. Non, alors, la presse dit qu'on l'a vendu 100 millions. Moi, j'ai signé 647 pages indiquant que je n'avais pas le droit de donner le montant, ni de dire des méchancetés sur mes gens. Jusqu'à quand ? Tu n'as pas le droit de donner le montant, tu sais ? Je crois que c'est presque signé de mon sang, donc je ne sais plus. Mais il y a 2 trucs, parce que sur 647 pages, j'ai écrit par des avocats américains, donc c'est quand même du chinois traduit en anglais du XVIIe siècle. Hein, donc je n'ai pas compris tout ce qu'il fallait, mais ce que j'ai compris, c'est que je n'avais pas le droit de dire que mes enfants... le lapsus, non, pas mes enfants, mais mes investisseurs étaient des enfoirés, et je n'ai pas le droit de dire le montant, mais bon, c'est paru dans la presse, donc... D'accord. Donc voilà. On a une vague idée, quoi. On a une vague idée. Ok. Et donc, tu es passé de l'autre côté ensuite, donc chez un corporate, c'est chelou. C'est pas un corporate, parce que c'est vraiment un fonds. Enfin, c'est pas un fonds parce qu'il travaille avec ses fonds propres, donc c'est plutôt un investisseur evergreen, puisque c'est sur du long terme. Et ce qui m'amusait, c'était de revenir, parce que j'ai surtout travaillé moi dans des boîtes françaises qui ont été rachetées par des Américains ou pour des boîtes américaines. Donc j'ai vraiment une culture très américaine, très à l'international. Tu vois, Cedexis, c'était 9 bureaux dans le monde, 75 personnes, mais réparties un peu partout. Et avant, c'était Akamai. Akamai, c'est vraiment le stéréotype de la boîte américaine que j'ai... Je ne vais pas dire que je l'ai lancé en France, mais quasiment, parce que la première année, on a fait 100 000 euros. Au bout de 7 ans, on faisait 35 millions, avec toute cette culture et du process, mais du travail bien fait, tu vois, le côté rigoureux, l'image, la com, et puis tu vends une techno qui fonctionne, et contrairement à ce qu'on dit souvent, c'est que j'annonce et puis je vois si ça marche, et ensuite je vends la techno, là, tu as quand même un truc qui marchait vraiment bien. Et Akamai, pour moi, on est dans un univers, tu vas me dire si je me trompe, mais donc d'hébergement pour de la vidéo notamment, entre autres, et des médias. Entre autres. Et
Et pour moi, l'image que j'ai de la marque, ça va être un peu de la flagornerie, mais en fait, pas on purpose. C'est comme ça que je la ressens. En tout cas, c'était une très belle marque, très chère, mais très bon service, quoi. Donc, tu allais chez Akamai, t'avais pas un peu comme Salesforce, quoi, tu vois, un peu dans l'idée. Ouais, sauf que quand je suis arrivé, c'était au moment de l'Ohana. Ouais. Et la chance qu'on a eue, c'est que l'Ohana a fait des bêtises dans la piscine, que ça a fait exploser le réseau Internet, et que le principe d'Akamai, c'était de dupliquer les contenus au plus proche des utilisateurs. Donc, du coup, tu soulages le réseau complètement. Et donc, c'était branle-bas de combat chez M6, puisque tout tombait et personne ne pouvait y accéder. Et puis, l'Ohana a fait ce qu'elle a fait dans la piscine. Et alors là, c'était dingue. Et c'est ce qui a permis de faire vraiment exploser la boîte. Puis ensuite, de se rendre compte que la performance était importante, la latence était importante. Alors oui, la vidéo... 81% des internautes arrêtent de regarder une vidéo quand elle bufferise. Ouais. Donc ça permettait de résoudre cette partie-là, mais c'était aussi les pages web, la sécurité, tout ça. C'est vrai que là, au début, tu montes une boîte. En plus, pour l'anecdote, au bout de 15 jours, moi je suis plutôt un lève-tôt, au bout de 15 jours, j'ai des auditeurs qui débarquent dans les bureaux et qui me disent on voudrait accéder à tous les dossiers de la compta. Je ne sais pas si je pourrais le partager ça d'ailleurs, mais bon, c'est pour l'anecdote. Et donc j'ouvre et... Comme j'ai fait des stages à la DST, je dis, vous restez à l'accueil, je vais appeler le boss, on va voir. Et en fait, des leads initiés à but bien social et tout. Donc, du coup, je me suis retrouvé de 16 personnes à 6 personnes au bout de 15 jours. Et c'est comme ça qu'on a ensuite, avec l'équipe, démarré cette activité. Et ça a été une croissance exponentielle. Les issues inattendues comment on appelle ça, des batifolages de l'Ohana quand même. Hein. C'est ça. Mais ça donne cette volonté de devenir entrepreneur. Après, je peux vous dire que j'ai presque monté Akamai pour le compte d'autres, mais ça m'a quand même aidé à bien structurer, comprendre tous les tenants et les aboutissants. Mais c'était une boîte américaine, Akamai ? C'était une boîte américaine. Ok. Ça fait quand même, là, actuellement, on doit être aux alentours de 7 milliards de valorisation. Non, ce qui est très chelou, c'est la suite. C'est comment tu te retrouves en fait après ça. Ouais. Tu vois des trucs où tu. Sachant que toi, tu dis cachant, donc tu as un passé d'ingénieur, t'es polytechnicien. Non, je suis autodidacte. Autodidacte. T'as ton bac ? J'ai mon bac. J'ai quitté la maison à 18 ans. Okay. Et puis, fallait bien manger, parce que j'ai quitté un peu forcé la maison à 18 ans, donc fallait bien bouffer. Et donc, j'ai fait un contrat de qualif, les premiers contrats de qualification, les alternants. Ouais. D'abord dans la transmission d'images par numéris dans le secteur de la presse et du médical. Donc, c'était même avant Internet. Et puis, il y a un monsieur que tu dois connaître, Jean-Michel Billot de l'atelier Paribas. Oui, bien sûr. Le vieux crocodile du web, qui me dit, regarde, ton truc sur numéris, ça serait bien de le faire sur Internet. Je repars au bureau, je dis, putain, il m'a parlé quoi ? Internet. Enfin, vraiment, on était vraiment 1992, novembre 92. 92, c'est chaud. 92, c'est chaud. Ouais. Et donc, Internet, je me dis, tiens, je vais voir un développeur qui me montre, tu sais, les IRC et trucs comme ça. Le développeur, il n'y en avait qu'un seul en 92. Et donc, je me dis, tiens, comme je travaillais avec des agences de photos, je dis, tiens, si j'allais les voir, je vais prendre des photos, puis je vais développer la première page, le premier site jamais créé chez France Télécom. J'étais dans l'entité Minitel. Si tu te souviens, à l'époque, le concurrent, il fallait surtout tuer Internet. Et donc, je développe le premier site jamais créé chez France Télécom de promotion du service que je vendais sur numéris. C'est toi qui as fait rentrer le verre dans la pomme. En tout cas, ça m'a valu pas mal de soucis. et ça m'a valu pas mal de soucis, dont le DG qui m'a dit un jour... parce que en fait, j'avais pris le Mac que j'avais au bureau, j'avais le Mac de mon père, je les avais mis en réseau, en coupant le fil RJ45, en le torsadant pour l'avoir, tu vois, enfin, le truc un peu... Et puis, pour l'info, à l'époque, sur ton clavier, tu n'avais pas le backslash. Et quand tu fais du HTML, si tu n'as pas le backslash, c'est compliqué. Donc, je l'avais sur un autre fichier, je faisais du copier-coller. Enfin bon, pour ceux qui imaginent... Quel enfer. Bref. Et puis, le DG qui me dit, la prochaine fois que vous sortez du matériel de l'entreprise, c'est dehors. Ok, moi, j'étais contrat de qualif, tu vois. Pas peur de rien, mais c'était drôle. Et puis voilà, puis après, donc, la bulle Internet, Akamai. Et puis en fait, à la fin d'Akamai, je me suis rendu compte qu'ils avaient raté le virage du web. Tu prends de l'argent sur Akamai un peu au passage ou pas ? Ouais, j'étais très très bien payé. Ouais, parce que mais sur la sortie, ah non, ça n'a pas été vendu, toi, t'es juste parti. Ouais, mais après, j'ai eu la chance d'être plutôt bien positionné. J'avais des stock options et des actions gratuites, ce qui m'a permis de... Ouais, je vivais très très bien. T'en as encore, du coup ? Non, je les ai vendus parce que je suis parti un peu fâché. Et donc, ils m'ont tous énervé. Je dis, je vends, je veux tourner la page, je veux plus les voir. Okay. Bon, à l'époque, quand je l'ai vendu, l'action devait être à 27. Elle doit être à 70 aujourd'hui. Donc, tu regrettes un peu. Et à la fois, quand je suis rentré, elle était à 0,79. Donc, c'est mieux.
vaut mieux passer de 0,79 à 27 que de 27 à 70. C'est ça, exactement, surtout que c'est militant. Non, dans ce parcours, ce qui est chelou, plus c'est Cdexis, parce que là tu as eu un événement financier important, j'imagine, et te dire finalement, souvent les options, c'est rebelote, fonds d'investissement, mais que tu crées toi-même, tu vois, tu fais du business angel, puis tu crées un fonds où tu te mets plusieurs, family office, je sais pas exactement comment tu fais ça, ou retraite, mais aller te mettre ensuite à faire de l'invest au Crédit Mutuel, hein, c'est ça, c'est ça, Crédit Mutuel, c'est une drôle d'idée, quoi. Il y a même eu un sondage sur Facebook à l'époque de tous les copains qui avaient dit est-ce qu'il va tenir 3 mois, est-ce qu'il va tenir 6 mois, est-ce qu'il va tenir 9 mois. Alors j'ai tenu 2 ans, enfin, presque tout. J'ai 3 ans, 2 mois sur LinkedIn. Oui, parce qu'en fait, pour l'anecdote, donc j'ai tenu 2 ans en poste et après ils ne voulaient pas me laisser partir, donc j'ai fait 1 an en freelance pour accompagner certaines boîtes que j'avais à cœur de maintenir et d'aider, et puis après d'aider mon successeur à prendre la main. D'accord. En fait, si tu veux, ma mission, c'était secouer le cocotier sans rentrer dans le moule. Donc quand tu es entrepreneur et qu'on t'annonce ça dans une structure très française, très structurée, et franchement avec une éthique, moi j'ai vraiment adoré. Hein. C'est une très très belle boîte. C'est une très belle maison. Et qu'on te dit secouer le cocotier sans rentrer dans le moule, ça veut dire que je leur ai dit, vous êtes inconscient de me dire ça. Et en fait, au début, j'ai eu vraiment les coups des franches. On a fait plein de trucs vraiment sympas. Et puis, il y a eu le Covid. Et là... Attends. Juste un point important là-dessus. Parce qu'avant le Covid et avant de rentrer dans OVNI et tout ça, ça, c'est un point qui m'intéresse. Parce que tu sais, j'ai quand même de temps en temps un peu moi, je suis un entrepreneur de bootstrap, tu vois, donc ça fait quand même vraiment... Depuis presque toujours, moi, la seule boîte dans laquelle j'ai bossé qui n'était pas la mienne, c'était le quotidien Métro. Et encore, j'étais le premier employé français, donc on a créé la filiale. Je veux dire, on était au maximum, je sais pas, 100 ou 120. Enfin, j'ai jamais évolué dans des boîtes de plus de 100-ish personnes, tu vois. Et en effet, quand on me dit secouer le cocotier sans rentrer dans le moule. Tu sais, j'ai un peu l'impression que c'est un truc, à chaque fois, on part avec des bonnes intentions, on va faire ça, et ça n'arrive jamais, et ça ne fonctionne jamais. Alors, j'exagère un petit peu, il y a des gens à qui ça va parler, soit des gens comme moi, soit des gens du côté du monde corporate. Est-ce que tu peux m'expliquer... Alors, justement, on parlait tout à l'heure de Carlos Ghosn, je pense que c'est un type qui a réussi à faire ça quand même dans pas mal d'endroits, et chez Renault, et chez Nissan, bon, après... Est-ce que tu peux m'expliquer, juste m'en dire un peu plus sur ce que tu as fait, comment ça fonctionne, si tu as tiré des bons enseignements, si à la fin il y a des choses qui n'ont pas fonctionné aussi? Il y avait 2 volontés. Moi, j'avais vécu une aventure juste extraordinaire sur Cdexis. J'ai appris à gérer une équipe, à la monter à l'international, à avoir vraiment une famille. Et la meilleure preuve, c'est que je pense que, tu vois, on l'a vendu en 2018. Il n'y a pas une semaine depuis, et on est en 2024, où j'ai pas un message d'une personne de Cdexis. On est sur de l'hébergement. Cdexis, tu vois l'application Waze. Ouais. Donc l'application Waze te permet d'aller d'un point à un autre en évitant les bouchons. Ouais. Sur le réseau Internet, c'est pareil. C'est-à-dire que tu as du cloud, tu as des peerings, des transits, tu as des hébergeurs, et en fait, c'est un espèce de bordel organisé, sauf que tu n'as personne qui le chapeaute, donc c'est vraiment un bordel organisé. Et il y a des moments où il y a des bouchons, très techniquement? Tout le temps. Et il y a surtout beaucoup de pannes, beaucoup de bouchons. Et quand tu regardes les sites les plus puissants, et ceux qui considèrent comme stratégique le digital, ils mettent, comme disait ma grand-mère, ils ne mettent pas tous leurs œufs dans le même panier. Donc ils ont plusieurs data centers, plusieurs points d'accès, plusieurs clouds, voilà. Et le fait d'avoir plusieurs, Akamai étant un de toute cette liste de prestataires, AWS, Google, OVH, ma petite Dedibox chez moi, en fait, il faut arriver à mettre ça en musique. Et l'idée de Waze, c'est de te permettre d'aller d'un point à un autre le plus rapidement possible en collectant des informations en temps réel. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a déployé sur 4,6 millions de sites dans le monde, donc une énorme audience. Donc, tu tapais, par exemple, www.lemonde.fr, la page s'affichait, et pendant que tu étais en train de lire, tu avais ce qu'on appelle un JavaScript, donc quelques lignes de code qui disaient « Ah, je suis sur une Livebox Orange Avenue Montaigne, voilà la latence, le débit et la disponibilité de tel prestataire, tel prestataire, tel prestataire, tel prestataire. » Et une fois que tu collectes toute cette information,
en temps réel, on savait que typiquement, je ne sais pas, alors j'ai rien contre AWS, mais imaginons AWS est en panne, ou le lien d'accès à AWS est en panne. Ok, c'est une information qui est importante. 2 millisecondes après, tu as quelqu'un d'autre qui est aussi sur une Livebox Orange, aussi dans le coin de l'avenue Montaigne, et qui dit moi je ne veux pas aller voir Le Monde, mais je veux aller voir Le Figaro. Vente privée. Voilà, le Figaro. Je tape www.lefigaro.fr, c'est bien parce que tous les deux étaient clients, donc c'est parfait. Il tapait sur entrée, et là ça arrivait sur un de nos data centers qui disait là maintenant tout de suite, j'ai quelqu'un qui est dans le coin de l'avenue Montaigne sur une Livebox Orange qui veut aller voir le Figaro, sauf que le Figaro, il est chez AWS, chez Google, et il a son propre data center. Donc on ne va pas passer par AWS. Lequel je dois choisir. Et je vais plonger dans cette base globale d'informations qui me dit, là, maintenant, tout de suite, tu oublies AWS, et tu vas voir entre les deux autres lequel est le plus rapide, lequel est le plus disponible, lequel est le moins cher. Et en ce moment, alors c'est marrant, je suis assez sollicité aussi, lequel consomme le moins d'électricité pour devenir evergreen. Tu vois, donc on l'avait inventé à l'époque, mais c'était beaucoup trop tôt. Et en faisant ça, tu surfais sur les crêtes des courbes de la qualité de service de chaque prestataire et tu arrivais à diviser les temps d'affichage de façon dingue. C'est-à-dire que 100 millisecondes de perdu pour un site comme Amazon, c'est 1% des ventes. Et ça, c'est un... Tu vois, 100 millisecondes. Donc, celui qui paye, c'est Amazon ou le Figaro ou Le Monde? Figaro. Oui, enfin, c'est ça. Oui, pardon, c'est Louis, ce que je dis. Oui. C'est le Figaro qui payait, et donc il payait en fonction de son audience. Et quand tu commences à avoir de l'audience en Chine et que tu es à Corotel et que ton data center, il est soit à Singapour, voire même en France, là, quand tu divises par 6 les temps d'affichage et que ton audience, de facto, elle est multipliée par 16, ça t'augmente tes revenus, ça t'augmente ta visibilité, ça t'augmente ton taux de transformation, et en plus, tu garantis 100% de disponibilité. Donc, tu peux jamais tomber en panne, puisque statistiquement, c'est quand même très rare que des gros prestataires tombent tous en panne en même temps. Tout ça, bon, on va pas rentrer dans le détail, tu l'expliqueras une autre fois, rien à voir avec le cache, tout ça, c'est vraiment encore une autre chose. Tu faisais pas du cache, toi? Non, je faisais pas du cache, je fais vraiment du routage, temps réel, voilà. Ok, donc c'est les bas-fonds de l'Internet, c'est le fonctionnement de l'Internet, un peu comme Waze, et qui collecte plein d'informations pour savoir quelle route prendre à un instant T. C'est bien d'avoir eu Waze qui explique ça, parce que sans Waze, c'était plus compliqué à comprendre. Surtout que c'est né après CDX6. J'étais en Israël à une conf, et je dis, il faut que je trouve un parallèle, parce que trouver une analogie, ce qu'on fait avec beaucoup de startups, ok, vous êtes... Enfin, c'est quoi ta baseline? Et ils te sortent des trucs qui font 4 km de long. Et à l'époque, j'avais un journaliste qui m'avait dit, vous êtes au trafic aérien, parce que les aiguilleurs du ciel... Vous êtes au trafic Internet, parce que les aiguilleurs du ciel sont au trafic aérien. Et je lui dis, toi, je t'embauche. Et c'est comme ça que j'ai embauché le journaliste en charge de la com. Et c'est devenu les aiguilleurs du net, qui était la baseline. Et en Israël, les aiguilleurs du net, c'était pas top. Et donc, le Waze de l'Internet, parce que Waze, c'était quand même une boîte israélienne à l'origine. Donc si je reviens sur cette question, une fois que tu fais ça, donc je vois, alors je pourrais te poser 1 million de questions, mais on n'est pas dans un format très long comme à mes habitudes. Les questions que je pourrais te poser, c'est comment ça devient ce genre de choses, mais c'est par Akamai forcément, et tu comprends les choses comme ça. Quand tu arrives chez Crédit Mutuel, donc comment tu secoues le cocotier et comment tu... J'avais deux besoins. J'avais un besoin qui était de faire vraiment une thérapie. C'est-à-dire que... Toi ou pour eux? Non, pour moi. Parce qu'en fait, l'expérience de CDX6, je savais ce qu'il fallait pas faire, je savais ce qu'il fallait faire par rapport à l'expérience passée. Et c'était juste génialissime. Avec, bien sûr, l'écart type entre l'euphorie et la dépression, comme tout entrepreneur, avec des moments où ça va pas du tout, moments où c'est génial. Moi, je crois que en euphorie, mais ça, c'est les drogues, je pense. Ouais, non, mais tu vois, j'ai eu la chance de voyager avec Emmanuel Macron, avec François Hollande, puis j'ai aussi eu quelqu'un qui est mort dans l'équipe, et comment tu gères la famille, enfin, tu vois, tous ces trucs. Alors, faut pas que je parle trop de ça, parce que j'évite les larmes qui montent. Tu vois, ça... Et donc... Reprends ça à l'avion présidentiel. Ouais, comment il s'appelle, l'avion présidentiel français? Je sais même pas, il a un nom. Tout le monde... lui, il voyage dans un très très bel avion. Ah, t'es pas avec lui? Non, t'es pas avec lui. Toi, t'es dans un A340, et tu vois EasyJet? Oh non. Ok, sauf que t'as 2 sièges. Tu manges très bien, mais t'as 2 sièges, mais t'as quand même les genoux dans les fesses. Et puis, t'as même pas de télé. Et quand tu vas jusqu'à Singapour, Malaisie, Indonésie et Grèce, c'est long. Tu es là pour bosser, tu n'as pas besoin de télé. Moi, j'ai jamais les genoux dans les fesses parce que je suis tout petit, donc c'est toujours bien. Je comprends pas les gens qui ont besoin de la business, c'est l'avantage. Voilà. Et donc, en fait, on avait tout pour devenir la licorne. Vraiment, la techno marchait super bien, la traction était géniale. Alors on te dit, quand il n'y a pas de concurrent, il n'y a pas de marché, mais il faut bien que c'est l'œuf et la poule, il y en a bien un qui a créé. Et on était les premiers, on était vraiment leaders.
4,6 millions de sites internet, Facebook, Twitter, Slack, Pinterest, tout, Microsoft, Airbnb, Bloomberg. Tout cela était client. Alibaba, Tencent, Baidu, Huawei, qui est même venu avec un chèque à 7 chiffres en prépaiement pour pouvoir utiliser la solution. Tous les médias que tu as cités étaient clients. Donc ça y est, tu vois, la techno fonctionnait, l'équipe était opérationnelle, sauf qu'il y a un truc où j'avais été complètement naïf, c'est la durée des fonds. Et donc la durée des fonds, c'est-à-dire qu'au bout de 6 ans, on avait eu 23 propositions de rachat entre le début et la fin, et tu as à un moment le fonds qui dit bon, maintenant on va accepter la prochaine parce qu'il faut que je rende l'argent à mes LP. Ce que je comprends. Mais que... Donc un fonds, pour ceux qui ne connaissent pas, parce qu'on est aussi là pour l'expliquer, c'est que donc le LP, souvent, généralement, un fonds, il a une durée. La durée est entre 7 et 10 ans, généralement. À l'époque, c'était même 5, 7. Voilà, donc tu as investi et il doit rendre, toi, quand tu as investi dans le fonds, tu es un LP, donc Limited Partner, tu as investi 100 000 € dans le fonds, tu attends un retour de ton cash au bout de 5 à 7 ans, 7 à 10 ans maintenant, etc. Donc il y a un moment, il investit pendant quelques années, puis à un moment, il désinvestit et il doit vendre. Et toi, si ton timing n'est pas le bon, c'est pas grave. Et le problème pour beaucoup d'entrepreneurs, c'est que quand il doit vendre, ça crée une valeur de ta boîte qui est souvent un peu plus réaliste que d'ailleurs la valeur des levées ou quoi, parce que c'est vraiment une valeur à l'instant T. Alors, ça dépend si tu es dans des boîtes encore en pleine croissance. Après, on avait 74% de croissance year-over-year. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est l'agenda du fonds n'est plus en adéquation avec ton propre agenda. Et là où tu te dis, ça y est, on a développé la techno sur un marché européen où l'Internet fonctionne correctement. Ensuite, tu vas avoir des sites qui ont une très grosse audience, tu vas aux États-Unis. Mais là où c'est le bordel en termes d'informatique et de réseau, tu prends l'Indonésie avec toutes ces petites îles, imagine l'infrastructure technique. Et c'est là où, au lieu de gagner quelques millisecondes, une demi-seconde de temps d'affichage de gagner pour un Yves Rocher, c'est 100 commandes par jour, c'est 1 million d'euros par an de chiffre d'affaires, à l'époque. Okay, tu vas en Indonésie où tu vas diviser par 16, 20 les temps d'affichage, le chiffre d'affaires, et là, tu as un marché où tu peux non seulement le vendre plus cher, mais tu as un vrai besoin marché. Tu prends Waze sert à rien quand il n'y a pas d'embouteillage. Donc voilà. Et là, des flashs quand même. Oui, c'est vrai. Comment tu fais des excès de vitesse? Non, mais je ne vais pas m'en sortir. Et donc là, on avait la Chine qui avait un taux de croissance juste très important. J'y allais quand même toutes les 6 semaines, donc c'était quand même beaucoup de boulot. Et là, on te dit, non, on va te casser ton jouet. Mais en quoi on te casse ton jouet? Tu peux pas trouver un... J'ai trouvé des repreneurs, type même la BNP, qui était prêt à racheter les actions. Et là, tu as tes investisseurs américains qui te disent « I want a nice story ». Donc, ça veut dire que tu dois vendre à une boîte. Et bon, Citrix nous tournait autour depuis un bon bout de temps. Il ne voulait pas passer d'un investisseur à un autre. Non. Il voulait que tu fasses un rachat. Et quand ils disent a nice story, peu importe la valo, la story est importante. Oui, parce qu'en plus, on a eu un appel du pied pour un rachat d'une boîte asiatique que je ne peux pas nommer, qui était quand même pas loin de 20% supérieure à celle de Citrix. Et les Américains achetaient aux Américains. Et comme on avait levé aux États-Unis la boîte qui était française au début, j'avais dû la switcher et la swapper au Delaware. Et donc à la fin, tu comprends plus, en fait. Et je cherche même plus à comprendre. Pourquoi est-ce qu'ils ont pris une offre qui était moins disante? Pourquoi est-ce que... Et c'est pour ça que du coup, pendant la négo, je me suis dit, bon, allez, je ne vais pas pouvoir suivre. Et avec Citrix, ils ont été parfaits, corrects, clean, du début à la fin. Parce qu'on a eu plusieurs approches de leur part. Et chapeau bas. Si on a en vidéo, il y avait une discussion qui est intéressante pour les entrepreneurs qui ne savent pas exactement comment vendre et qui ont leur première touche avec des acheteurs. Et donc, je ne sais pas si on voit mon bras, mais bon, j'ai mis mon bras un peu en mode... et donc... Le patron de M&A de Citrix me dit, voilà, aujourd'hui vous êtes à ce niveau-là, donc avant le coude, sur le biceps. Donc vous n'avez pas encore complètement fait votre croissance. Donc si je vous achète là, certes, je vous achète beaucoup moins cher, mais par contre, une fois que vous aurez craqué tel et tel truc, vous aurez un taux de croissance, une croissance qu'on avait, mais en tout cas une stabilité et un product market fit qui sera vraiment léché. Et là, je suis prêt à vous acheter 2 fois plus, parce que moi, je prendrais 2 fois moins de risques. Et c'est ce qu'il a fait. Et du début à la fin, il a été très, très clean. Et donc, c'est pour ça qu'on s'est très bien entendu. Okay. Mais les fonds n'ont été pas très corrects. Donc, le fonds américain, il faut faire attention. Oui, après, j'avais aussi Foxconn et Nokia. Nokia était très correct. Foxconn, je pourrais t'expliquer pourquoi Foxconn, pourquoi Nokia, c'est parce que c'est des corporates. Nokia était très correct. Foxconn était très fier de s'associer à
dans une boîte avec des fonds américains, parce que j'avais ATV et Madrona. Madrona est un fonds dans Amazon. Okay. Donc, tout ça, l'agenda n'est pas le même. Tu vois, tu peux être vite le retour d'ascenseur d'un autre. Et donc, il faut quand même être assez vigilant là-dessus. Foxconn, c'est l'assembleur d'Apple, hein, c'est Exactement. ça, d'accord. Parce que l'idée que j'avais, c'était de me dire, le marché, soit il se divise vers les opérateurs, et dans ces cas-là, il faut que je sois très proche des opérateurs, d'où Nokia, Ericsson, Alcatel ou autres. Mais donc, Nokia était plutôt bien placé chez les opérateurs, en se disant, si c'est l'opérateur qui gagne, voilà. Si c'est les contenus, moi, j'étais assez partant sur l'idée de l'iPhone carte SIM-less. Donc, t'es avenue, en reprenant notre avenue Montagne, t'es avenue Montagne, c'est Orange qui est le meilleur, super. Donc, donc tu as l'information pas par le site, mais par le téléphone. Par le téléphone directement, okay. Et tu passes, je sais pas, avenue des Champs-Élysées, là c'est Bouygues qui est meilleur, et hop, ça switch automatiquement sur Bouygues. Et donc l'idée d'intégrer ça directement dans les devices, là tu faisais une décacorne. Bon alors, fort de tout ça, tu te dis, moi je vais devenir un investisseur dans un corporate, je vais leur expliquer qu'il faut arrêter d'emmerder les petits entrepreneurs, c'est ça? C'est un peu ton rôle? Ouais, alors tu vois, quand j'ai vendu à Citrix, dans le deal, j'ai pas eu le droit de travailler pendant 1 an. Donc, comme j'étais autodidacte, comme je te disais, j'ai fait un exec MBA à HEC. Et entre le moment où tu vends et le moment où c'est annoncé... Faire du ski ou du surf, non? J'étais claqué. J'étais rincé. Vraiment, j'étais rincé. J'avais besoin de prendre du temps pour moi et de donner un côté académique à toute cette intuition que j'avais eue pendant toutes ces années. Et quand tu es autodidacte, c'est cool d'avoir un petit tampon HEC quand même, ça fait plaisir. Ouais. Je veux dire, tu as toujours tous les autodidactes que je connais. Moi, j'ai fait une école de commerce moyenne. Il y a un moment où tu es quand même content. De là, je m'associe avec l'EDEC pour une masterclass qu'on sort. J'ai été prof ou j'ai fait des cours à HEC. Tu as une petite revanche à prendre un peu, hein, quand même, toujours. Donc, y a, j'imagine ce petit truc-là. Executive MBA sur quoi? Executive MBA sur business, quoi. Ok. Ouais. Et ce qui était drôle, c'est dur, c'est bien. T'as appris, t'as kiffé. J'ai kiffé. Il y a des trucs que j'ai trouvé un peu old school. La compta, par exemple. Il y a des trucs où tu te dis, moi je fais pas comme ça. Mais non, j'ai adoré. Et j'ai surtout adoré rencontrer des gens qui sont dans des écosystèmes complètement différents. Parce que mine de rien, tu vois, on tourne tous dans le monde du web. C'est une petite famille, on se connaît tous. Et là, j'ai rencontré des gens qui travaillaient pour Airbus, des gens qui travaillaient pour... Et j'ai une très bonne amie qui fabrique, qui s'appelle le groupe Baron, petit coup de pub, mais qui fait des chaînes de montage sur mesure pour l'armée, pour construire des seringues, des industriels, enfin des trucs. Et c'est des mondes, je lui ai demandé, est-ce que je peux venir dans ton usine pour voir un peu comment c'est, parce que moi, à part des 0 et des petits 1, je ne sais pas trop faire grand-chose, quoi. Et donc ça, c'était vraiment absolument génial. Et entre le moment où tu vends et le moment où c'est annoncé, il se passe quand même pas mal de semaines, voire 2 mois, quand même bien justifié les honoraires exorbitants des avocats. Hein. Et l'annonce s'est faite pendant que j'étais en cours. Et donc là, on me dit, faut que tu nous racontes. Très bien. Donc je dis, OK, ce soir 18h, mais 19h30, on va boire des bières. Et puis donc je me dis, mince, il faut quand même que je prépare une petite presse. Donc j'avais un petit fichier avec plein de photos des grandes aventures de CDX6. Puis je fais un espèce de slide avec que des photos. Puis je dis, je vais raconter là-dessus. 18h30, à 23h30, on était encore avec des larmes et tout. Et puis, et on a vraiment kiffé tous ce moment, parce que c'était un vrai moment de partage, de fusion, d'union. Et à la fin, il y a un prof qui m'a dit, hop, Coulon, là, tu viens, tu vas me transformer ça en cours. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé être, je pense, le premier prof autodidacte, parce que je n'ai pas mon diplôme, à HEC. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à donner une dizaine de cours par an à HEC. Et donc après, une fois que ça s'était terminé, je me rendais compte qu'en faisant cette espèce de conf « Vie ma vie d'entrepreneur », il y avait quand même une partie où ça me gratouillait quand même pas mal, c'était d'expliquer pourquoi j'avais pas eu une bonne relation avec les fonds d'investissement. Et donc, j'avais besoin de le comprendre. Et c'est ça qui m'avait donné envie d'aller au Crédit Mutuel et au CIC. Et eux avaient besoin d'un entrepreneur pour bousculer le truc, pour donner une nouvelle dynamique. Et donc, j'arrivais avec des yeux neufs et à tout remettre en place. Tu vois. Mais il y avait des choses qui étaient assez dingues. Si tu as une start-up, la notion de temps, on a essayé de commencer à créer des baselines. La denrée la plus rare de l'entrepreneur n'est pas l'argent, mais le temps. Alors que tu viens chercher de l'argent. Parce que si tu envoies ton deck et qu'on te répond 5 mois après, 6 mois après, en fait, soit tu te retrouves avec des fonds de panier, soit tu n'as pas respecté l'entrepreneur. Si tu te dis, voilà, lorsqu'on reçoit un deck, dans les 10 jours, on te répond oui ou non, souvent non, parce que c'est 99,5% du temps, le fonds dit non, mais qu'on explique pourquoi, en ayant cette pédagogie d'accompagnement, déjà,
tu arrives à restructurer, rien qu'en faisant quelques service level agreement, tu arrives à restructurer le fonds. Et enfin, c'était pas un fonds, mais bon, bref. Et puis après, il y avait l'équipe, il y avait pas mal de choses, puis pas mal de politique interne. Et il y avait un point, c'est l'informatique interne. Et quand tu viens du monde d'une start-up, tu te poses pas de questions à avoir un CRM, tu te poses pas de questions à avoir Slack, SharePlace, Zoom, Co. Et là, tu étais malheureusement limité par l'informatique bancaire. Et ça, c'était très douloureux. C'est la raison qui m'a fait partir. On va revenir sur ce qu'est le cocotier, mais je voudrais comprendre ce que tu as réussi, ce que tu n'as pas réussi là-dedans, parce que c'est un point important, puis après on va avancer. Mais je voudrais juste faire un point là-dessus sur la denrée la plus rare, c'est pas le temps, mais l'argent, c'est ce que tu as dit. Là, c'est l'argent, mais pas le temps. Non, c'est le la temps. denrée la plus rare de l'entrepreneur, c'est le temps et c'est pas l'argent. Ok, j'ai cru, c'est pour ça que je voulais te challenger là-dessus. Et tu parlais aussi de ces 10 jours. Enfin, est-ce que tu crois que c'est possible? Là, je m'écoute, je réfléchis à notre expérience sur Alvo aussi en ce moment, de faire chez OVNI un workflow où en fait, entre le moment où tu reçois le deck et le moment où tu réponds, 10 jours. Je pense, oui. On pourrait faire une réponse automatique au bout de 10 jours, c'est-à-dire qu'automatiquement, au bout de 10 jours, c'est non. Ouais, mais... Ça nous foutrait un peu de pression. Non, mais tu vois, t'imagines Ce qu'il faut, c'est expliquer pourquoi le non. C'est ça qui est un peu plus long. Oui, bien sûr. Non, mais à partir du moment où tu as bien structuré sur OVNI, on sait exactement quelles sont les typologies de boîtes qu'on veut. Donc, tips pour les startups, ciblez pas des fonds qui sont spécialisés dans les éoliennes et vous faites une boîte de SaaS. Vous perdez votre temps. Donc déjà, si tu cibles bien, si tu expliques bien les boîtes que tu recherches... Les tips pour les fonds, mettez bien votre thèse et ce que vous recherchez sur votre site ou aux endroits où vous êtes. Ouais. Absolument. Ouais. Sinon, tu te retrouves sur Crédit Mutuel. Alors, eux, c'est plus à l'origine un généraliste. Donc déjà, j'ai dit, OK, généraliste, comme on veut apporter de la valeur, on parle tout le temps d'essayer d'apporter de la valeur, il faut qu'on ait une expertise dans ce domaine-là. Donc, je suis passé d'investisseur généraliste à investisseur multispécialiste, ce qui est déjà un peu différent. Là, tu te dis, OK, on va essayer de cibler. Donc, tu aides l'entrepreneur à savoir si ça vaut le coup qu'il te contacte. Et puis ensuite, toi, il faut que tu sois super clair sur tes attentes. Tu vois, demain, je fais une conf à Station F. J'ai mis des QR codes qui vont être photographiés par les gens. Et dedans, je mets, voilà, pour OVNI, toutes les questions qu'on se pose avant d'aller plus loin sur le dossier. Oh, tu as une trentaine de questions, mais si tu coches toutes ces cases, tu sais que ça va aller plus loin. Et il y a un autre QR code juste pour l'anecdote, c'est quand j'ai fait mon tour des popotes avec tous les fonds en France et à l'étranger, on me posait toujours 24 questions identiques. Et donc, je répondais toujours quelle est ma mission, ma vision, ok, très bien, et quel est l'exit potentiel. Et donc, en fait, ça me faisait perdre beaucoup de temps. La denrée la plus rare de l'entrepreneur n'est pas l'argent, mais le temps. Et donc, en fait, ce que je faisais, c'est que j'envoyais ces 24 questions avant le rendez-vous. Ouais. Ce qui permettait, au fond, d'avoir une expertise, déjà, et qui pouvait faire ses devoirs avant de me recevoir. Et si jamais, et là où j'étais presque désagréable, si jamais il me posait une question qui était dans les 24 questions, je lui disais, attendez. T'as pas fait ton boulot. T'as pas fait ton boulot. Et ça rééquilibre, parce que la main qui donne est au-dessus de celle qui reçoit. Et ça rééquilibrait un peu la relation. Alors, très intéressant. Tu me donneras les deux liens ? Oui, ça marche. On les mettra dans le descriptif de l'épisode sur ovni.vc ou sur toutes les plateformes de podcast et sur YouTube. On les postera éventuellement en commentaire sur LinkedIn. C'est très important. Et ce que tu dis là-dessus, ça me fait penser finalement à la préparation de Amazon et de Jeff Bezos, des réunions. Je ne sais pas si tu vois comment ils font. Ils lisent d'abord. Ils te donnent un info-mémo. Potentiellement, ils commencent la réunion par 20 minutes de lecture. C'est-à-dire que tu arrives, ils disent, comme les gens ne les lisent pas en amont, c'est ça. En fait, on va se mettre tous autour de la table. Je te donne le truc. Ce que je ne savais pas, je l'ai entendu en parler dans un épisode extraordinaire, je crois que c'est chez Lex Fridman. J'étais pas un ouf de Bezos, enfin, je me disais bon, tu vois, et honnêtement il m'a vraiment retourné le cerveau dans ce truc là, c'est que de temps en temps ces info-mémos ils sont préparés par 8 personnes, j'exagère, mais pendant 3 semaines quoi, ou 2 semaines et demie, donc c'est vraiment un truc, à la fin t'as lu, t'es au courant, t'es sharp ou t'es pas sharp, si t'es pas sharp tu dégages d'ailleurs, mais voilà, et donc t'es là, tu poses les bonnes questions et tu prends les décisions. Tu veux une autre anecdote sur AWS? Quand ils ont démarré, pas Amazon, la partie e-commerce, la partie cloud. Ouais. Bien sûr, Akamai, AWS, tout ça, il y avait pas mal d'ex Akamai qui partaient chez Amazon. Et donc, j'ai pas mal de potes qui étaient chez Amazon. Et j'étais stupéfait pendant presque 1 an des commerciaux qui étaient payés
chère, boîte américaine, cher, donc 200 plus, 200 et plus de salaire, pendant presque un an, ils n'avaient pas le droit de vendre. Ils n'avaient pas le droit de vendre parce que, ils n'étaient pas complètement formés sur le produit, et donc on ne te met pas sur le marché en tant que personne tant que tu n'es pas prêt, et c'est surtout que la techno n'était pas terminée. Et tant que la techno n'est pas terminée, ils ne voulaient pas prendre le risque. Et c'est beaucoup de startups qui font ça en disant je lance mon produit, il n'est pas fini, mes early adopters vont débugger le truc. Il y a deux grandes strates là-dessus. Ouais. Mais en fait, on se rend compte que les gros, ils ont plutôt la stratégie. Enfin, AWS a eu cette stratégie-là. Et on voit où ça les a amenés. Après, je suis assez d'accord de je crois que ça dépend des métiers. Je veux dire, dans des réseaux sociaux, tu as des bugs, des trucs. Voilà, tu as des fuites de données, on s'en fout, quoi. Tu vois, j'ai donné les données de mes 4 milliards d'utilisateurs. Who cares? Alors que... non, mais c'est presque ça. C'était la philosophie que j'avais sur Cedexis. Parce que comme on était un single point of failure, c'est-à-dire que si nous on tombait, tout le monde était dans le noir. Et on s'est fait attaquer une fois, on a fait tomber tout le monde dans le noir pendant 1h10. Autant dire que j'avais les camions satellites devant les bureaux avec des journalistes parce que le seul média que j'avais pas, c'était BFM. Et il avait tweeté suite à l'élection de Macron, c'était 3 jours après l'élection de Macron, tous les sites médias ont été attaqués. Aucun lien, rien à voir. Mais en effet, il n'y avait plus de sites médias qui fonctionnaient. On va passer sur le quart d'heure OVNI rapidement. Je voudrais juste qu'on finisse sur ce... Qu'est-ce que tu as... Parce que je suis désolé, je suis obsédé par ce machin, mais réussi et pas réussi, appris par appris, dans ce moment, peut-être que tu as déjà assez répondu, mais... Non, je pense que sur les axes, j'ai proposé, quand je suis arrivé... Bon, tu prends tes marques, tu essayes de comprendre. T'as tes 100 jours, tu as fait ça un peu... Un peu ça, et puis après j'ai proposé, un peu avant, au bout de 60 jours, j'ai proposé 84 idées, donc un slide, une idée, une idée. Que tu avais noté tous les jours au fur et à mesure. Au fur et à mesure, puis après je l'ai un peu mis en forme, mais grossièrement, vraiment. Et 84 idées, et je l'ai présenté, et je dis voilà, les 84 idées qui me semblent intéressantes pour Crédit Mutuel, pour passer d'un investisseur généraliste, vu comme une grosse banque, à un investisseur hype que tout le monde veut et qui accompagne. Et donc, il y avait pas mal de technologies à développer là-dedans. Et mon boss m'a dit je pense que ça fait beaucoup, mais vas-y, fonce. Ok, mais comment tu fais pour... il y a deux choses, les prioriser, bon déjà, mais aussi faire en sorte que ça passe pas à la trappe, quoi, parce qu'il y a plein d'endroits où on dit Julien... Bravo, super, j'adore tes idées, 84, extra. Il n'y a rien à mettre à la poubelle. Et puis, 2 semaines après, tout le monde est passé à son quotidien. C'est le propre de certains de ces gros paquebots. Non, parce que tu peux avoir déjà, tu te dis, voilà, j'ai une politique de communication. Donc avant, on ne communiquait pas beaucoup. Là, maintenant, sur LinkedIn, on communiquait. Une politique qu'on a mise en place sur OVNI, qui était la mise en relation de tous les carnets d'adresses de tout le monde. C'est quelque chose qui me tenait à cœur. On a travaillé sur, justement, pas être généraliste, mais multispécialiste. Donc, quelles sont les spécialités, comment on accompagne mieux les entrepreneurs, quelles sont les attentes, comment on fait plus de pédagogie vis-à-vis des entrepreneurs en sachant qu'est-ce que nous, en tant qu'investisseurs, on attend de l'entrepreneur. Des matrices, par exemple... Alors, quand tu fais du early stage, c'était des matrices sur des toutes jeunes boîtes, parce que c'était vraiment le premier étage. Crédit Mutuel Equity, c'est 4,5 milliards d'investissements. Moi, j'avais une ligne de 250 millions, donc c'était l'épaisseur du trait. Ouais, non, mais c'était l'épaisseur du trait. Mais en termes de communication, c'était une grosse partie. Et puis, quelque part, tu mets le pied à l'étrier pour qu'ensuite, ça passe à l'étage du dessus des LBO & Co. Toi, tu n'avais pas de skin in the game, tu n'investis pas ton argent. Non. Et t'as pas de caride. Ouais. Mais qu'est-ce que tu foutais là-bas? Non. Bon, donc OVNI. Mais j'ai adoré. Ouais, trop bien. Non, mais c'est marrant. Mais c'est j'ai adoré. Et donc, après, il y a eu le Covid. Pendant le Covid, je peux l'avouer maintenant, il y a prescription, mais j'ai fait mon shadow IT comme un porc, puisque l'informatique bancaire te permet pas de faire beaucoup de choses. Et là, on s'est éclaté, puisque dans le monde de l'investissement, et comme le disait Augustin, tu essayes de te démarquer en étant entrepreneur, c'est-à-dire que plus c'est le bordel, plus il y a d'opportunités à avoir. Et quand tu as le Covid, tous les investisseurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils lèvent le stylo. Et c'est là où nous, on a fait 7 investissements et une boîte qui a été vendue. Alors, j'aime pas dire on a vendu parce que c'est les entrepreneurs qui la vendent, mais il y a une boîte qui a été vendue et deux autres qui étaient dans le bon track. Donc, ça, c'était vraiment top. Puis après, il y a eu la fin du Covid. Et là, première... désaccord avec mon boss, il me dit dans télétravail, il y a télé, donc tu me les remets au boulot. Sauf que je leur dis là, c'est des sous-mariniers, on vient de se taper
On a bossé samedi, dimanche, jour férié, comme des dingues. Les résultats sont au top. On avait fait Planity avec des résultats qui étaient juste hallucinants. Investir dans Planity qui fait du rendez-vous pour de la coiffure en plein Covid où personne ne peut aller chez le coiffeur. Ouais. Tu vois ? Et en fait, ce qui m'a plu dans Planity, c'était bien sûr le concept du Doctolib de la coiffure, mais c'est surtout un autre petit logiciel de gestion de tournée qui était à l'intérieur, donc la pépite dans la pépite, et tu te dis de toute façon, il y a bien un moment où on va sortir de ça, et bien nous en a pris, puisque là, c'est une des très très belles lignes de Crédit Mutuel. Tu t'investissais pas en propre, toi, en perso ? Non, j'avais pas le droit. Ok. J'avais pas le droit. Non. Même si je voulais investir dans des boîtes dans lesquelles Crédit Mutuel, il me fallait une autorisation et je ne l'avais jamais. Donc la seule chose dans laquelle j'ai investi, c'est dans de la pierre. Et donc j'ai acheté un vieux mât provençal abandonné depuis une vingtaine d'années dans le sud de la France. Que j'ai impatient de voir ça. Je fais des mariages. Avec Arnaud. Ok. On peut le louer, on le voit en ligne ? Oui, www.domainedevalbonne.com, okay. Avec plaisir. Très bien. Il faut venir se marier ou renouveler ses noces. Écoute, très bien. Domaine de Valbonne, ça a l'air beau. Ton premier, quelle est la première source, la première étincelle avec OVNI ? C'est Arnaud. Arnaud, on se connaît depuis, 10-12 ans. C'est le mec le plus enthousiaste que je connaisse. Il est partout, toujours sympa, toujours de bonne humeur. Pas un égo, c'est un bosseur. En plus, c'est du smart, tu vois. Je trouve qu'il a la bonne étoile. C'est-à-dire que, tu vois, tu as des gens, parfois, qu'on lâche Koumoun. Lui, il a vraiment la bonne étoile. Ouais, je suis d'accord. Non, mais tu vois, il se retrouve toujours dans des situations où il fait le grand écart. Il a l'habitude de le faire, le grand écart. Donc, ce qui est de l'exceptionnel pour d'autres, lui, c'est la normalité. Et il a juste du bol, quoi. Et quelque part, la chance, tu la génères. Arnaud, on t'envoie plein de love, Ouais. comme de temps en temps, mais c'est vrai que tu le mérites. Alors, on pourrait se dire, oui, il faut un peu la promo de leur associé, etc. Non. C'est vrai qu'Arnaud, c'est le liant de tout ça, qui est en plus, une fois qu'il a une idée et qu'il veut venir chercher quelqu'un, je sais pas comment ça s'est fait avec toi. En fait, il était dans le groupe Facebook qui dit tu tiendras pas plus de 3 mois. Ouais. Et puis, donc, il avait bien compris que de toute façon, c'était momentané chez Crédit Mutuel. Et donc, en fait, il est venu me voir à Valbonne et je lui dis, on pourrait faire ça. Je décris sur justement ce que tu disais, sur les 84 idées. Comme tu dis, il y en a qui sont passés la trappe et ça me faisait mal au cœur parce que je me suis dit, si on veut vraiment arriver à... Tu vois, la mise en place sur OVNI qu'on a fait sur les LP, donc les Limited Partners, lorsqu'ils mettent des sous dans OVNI, on leur demande de plugger leur carnet d'adresse. Tout RGPD, tout compliant. Sauf que si tu te mets dans la position de la start-up, tous les fonds vont dire je vais t'aider. Ouais, faire une intro, ça veut dire je vais t'aider. On peut aller beaucoup plus loin que ça. Et cette partie-là, tu peux complètement l'industrialiser. Et moi, j'adore ce qui s'est passé dans notre premier investissement qui était Acceptio, donc la gestion des cookies, où on investit, en plus, on démarrait. Donc nous aussi, en tant que start-up, tu vois, je crois qu'on a mis 600K, ce qui était beaucoup par rapport à notre démarrage. Il ne se passe pas 3 semaines que la CNIL belge annonce que certaines solutions de gestion de cookies vont être illégales. On creuse un peu, et nous, ce qui nous avait plu dans Acceptio, c'est que justement, ils avaient une techno, dont j'ai oublié le nom, mais extrêmement élégante, extrêmement poussée, et on s'est dit, ça, si jamais la réglementation change, on est sûr que ça sera conforme. Et la CNIL belge annonce que ceux qui n'utilisent pas justement cette techno extrêmement élégante sont considérés comme solution illégale. Tu apprends ça, j'ai vu, c'était un mercredi à 11h, et l'annonce va être faite le lendemain à 11h. Donc, tu as 24 heures devant toi. C'est court. Et donc, tu te dis, si je me mets dans la peau de la CNIL, ils vont faire leur annonce. La gestion de cookies pour tous les sites internet, c'est pas cœur business. Donc, ils vont les appeler en disant, OK, qu'est-ce que vous me conseillez pour que je sois conforme ? Et puis, je coche la case et je passe à la suivante. Comment tu fais pour être dans ce cas-là sur le haut de la pile ? Il faut que tu trouves un lobbyiste basé à Bruxelles, spécialisé RGPD. Franchement, comme ça, de tête, j'avais pas. Comme on avait cette famille de 80 et plus entrepreneurs qui ont mis ensemble leur réseau, on a tapé dans la base, lobbyiste, Bruxelles, RGPD. On en a trouvé 3. À 16h, on a trouvé celui qui nous plaisait le plus. À 18h, le communiqué, ou en tout cas le contexte est rédigé. Après, le mec, il fait son job, il le met sur le haut de la pile de la CNIL. Au début, la CNIL reçoit plein d'appels, dit non, moi je suis tiers certificateur, je vous donne rien. Puis, à un moment, il y en a un qui a dû en avoir marre. Il a propagé l'information comme quoi Acceptio correspondait au truc, plus 80% de chiffre d'affaires en un mois.
Sauf que du coup, l'infrastructure, elle monte. Les 600K, ils vont se consommer beaucoup plus. Alors, c'est victime de son succès, mais les 600K vont se consommer beaucoup plus. Donc, il faut faire une autre levée assez rapidement. Là, tu as Isaïe qui vient, qui voit des chiffres extrêmement prometteurs, tout structurés, et qui investit avec une valeur 2 fois supérieure à celle qu'on a mise 3 mois après notre propre investissement. Est-ce que Acceptio, et est-ce qu'on aurait réussi à faire ça sans la technologie ? Peut-être, mais quand même. Non, mais c'est l'idée, et c'est aussi de montrer un peu le skin in the game. Ça, c'est tous les LP qui font ça, donc toutes les personnes qui investissent, on leur demande de partager leur réseau en plus d'investir un peu d'argent. Et toi, tu n'es pas que LP, il faut le préciser. Toi, tu es operating partner, comme je le suis d'ailleurs. Et donc, ça veut dire que tu dédies du temps, comme Alex Génie d'ailleurs. Tu vois, là, on a eu un échange sur un dossier hier. Je lui ai envoyé à lui en direct. Il me dit, est-ce que tu l'as envoyé au Dealflow Je lui dis non, pas encore. Il me dit, il faut que tu l'envoies. Et puis là, il me renvoie un truc. Il me dit, je l'ai fait. Mais voilà, je pense que le dossier est intéressant. Parce que je savais que c'était à lui que ça plairait. Mais donc voilà, on dédie du temps. Tu le dédies à quoi ton temps là-dedans ? Ça va justement déjà de recevoir des demandes d'entrepreneurs, d'aller parfois sourcer des entrepreneurs, parce qu'à côté de ça, moi je suis coach à Wilco, je donne des cours à HEC, à l'Institut Mines Télécom, et donc aussi pas mal dans l'écosystème. Et donc il y a la partie sourcing, il y a la partie sourcing des LP aussi. Un fonds, ça ne s'arrête jamais, tu as toujours besoin d'argent puisque tu le redéploies à chaque fois. Et après, plus tu as d'argent, plus c'est, je dirais, presque facile d'en déployer puisque tu as un gage de confiance. Ensuite, l'analyse des dossiers. Ensuite, tu valides ou pas le financement. Tu vois bien en intelligence collective. Oui. Une fois que le financement est fait, il y a de l'accompagnement. C'est-à-dire que là, je reprends peut-être une casquette de coach, pas toujours. Ça dépend aussi de la volonté et de l'expérience de l'entrepreneur, mais de pouvoir lui poser les bonnes questions et une fois toutes les 6 semaines, un coup de fil qui peut durer un quart d'heure, qui peut durer 2 heures pour s'assurer que... Et ma première question, c'est qu'est-ce qui te réveille la nuit ? Parce que ce qui le réveille la nuit, on va l'avoir dans les PowerPoint dans 6 mois, donc tant qu'à faire de résoudre le truc tout de suite. Et non, mais c'est vrai, c'est comme ça ouvre le débat et il peut parler de ce qu'il veut. Après, je suis conscient des limites de ce coaching, parce que comme tu es investisseur et un peu accompagnant, tu peux être un peu l'œil de Moscou, donc je peux le comprendre que ça s'effrite dans le temps. Mais au moins, tu le mets sur les bons rails, et une fois que le TGV est sur le bon rail, il file. Tu as investi combien dans OVNI ? J'ai le droit de le dire, ça ? Je sais pas. Je sais pas assez. C'est vrai ? Quelques centaines de milliers ? Ouais. Ok. Et t'as reçu mon virement ? Oui. Je t'ai envoyé un petit mot de remerciement. Parce que j'ai racheté des parts de la société de gestion, en effet, à Julien et Alex. Avant de les rencontrer, d'ailleurs. Ça va, t'es pas déçu ? Non, moi je suis très très content. Et surtout, en fait, ça me permet de regarder et de rentrer dans des dossiers que en fait, là, j'étais vraiment... Tu vois, le temps étant vraiment la ressource très 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 compliquée. Moi, je suis débile, donc j'ai envie de sauter sur tout. J'aime les entrepreneurs, donc ils m'envoient un dossier, j'ai envie de dire oui à tout. C'est ça. Et donc là, je disais non à tout, donc je souffrais. Moi, c'était un des trucs qui me fait souffrir. Donc là, je le transfère. Et puis, alors oui, j'ai un peu cette problématique, c'est certaines personnes viennent vers moi parce que c'est moi et qu'ils aimeraient que je le regarde et que je passe du temps avec eux, mais je peux pas. En revanche, quand je suis vraiment et que j'ai de l'impact, je peux le faire. Et ce qui est drôle en plus, c'est que de plus en plus, ce temps que je vais dédier, moi, mon operating partner, mon temps, en fait, je vais le faire en public, quoi. J'ai plus aucune pudeur. De toute façon, j'ai plus de vie privée. Non, j'exagère, mais c'est un peu l'idée. Il faut être transparent pour expliquer comment ça se passe derrière le côté sombre de la force. Exactement. Et j'aimerais voilà, pour l'instant, on est toujours dans cette excitation du début. J'aimerais qu'on mette les côtés difficiles aussi par moment. Puis de l'intelligence collective qu'on arrive à générer ensemble. Ouais. Parce que quand je regarde les fonds, enfin les investissements que j'ai fait dans des startups, ceux que j'ai fait par émotion, parce que l'équipe me plaisait, alors que tu vois. Et je regrette pas, mais parce que j'ai appris. Mais toi, j'en ai fait une dans la fintech, je connais rien à la fintech. Je me suis gaufré, j'ai tout perdu. Et à la fois, tu vois, j'ai investi dans Datadome, et on est sur des plus de fois 20 sur Datadome, mais c'était un métier que je connaissais bien avec une équipe extraordinaire, et voilà. Et c'est pour ça que je veux enregistrer avec le CEO de Datadome, donc il faut que tu m'arranges ça. Ça marche. Je vais aux États-Unis s'il faut, parce qu'ils sont là-bas. Benjamin, ouais. On a dû échanger par le passé. Écoute, je crois qu'on va se faire virer de ce studio. J'ai l'impression, il y a plein de gens qui veulent le... Ouais, mais
Je suis ravi. Bon, c'est pas trop engueulé. Ça a l'air de Ça bien se va. passer. Il y a un bon fit pour l'instant. Et comme tu es dans mes oreilles, dans mes oreilles, à chaque fois que je suis en train de... Tu me demandais ce que je faisais sur mon tracteur dans le domaine de Valbonne, mais bon, 35 hectares, tu passes un peu de temps aussi à préparer les choses pour que le lieu de mariage soit parfait. Et donc, qu'est-ce qu'on dit alors aux gens qui nous écoutent, qui sont là? On va dire à ceux qui sont entrepreneurs de répondre aux questions qu'on va mettre dans les 28 ou 24 24 questions qu'on va mettre là-dessus, ne serait-ce que pour faire l'exercice, de regarder l'autre lien que tu partages, s'ils correspondent à notre thèse et qu'ils cherchent des investisseurs, de nous les envoyer, de nous partager leurs histoires, de nous répondre à ce podcast, de liker et de s'abonner au podcast sur à OVNI, mais sur Insta, sur YouTube, Spotify, YouTube, etc. Ça, c'est important. De le partager à une ou deux personnes si ça vous intéresse, de contacter Julien et de te suivre sur LinkedIn s'il ne te connaissait pas. Et aux investisseurs potentiels de nous demander s'ils peuvent venir avec nous. On a le roundtable pour faire des deals en side et investir jusqu'en juin 2024 dans OVNI. Donc ça, on vous donne toutes les conditions. S'ils ont cette volonté de give back, d'investir leur argent dans l'écosystème, pour l'instant français, avec un retour, on sait que les statistiques sur les premiers fonds sont toujours assez excellentes, qui a quand même plutôt pas mal démarré. Tiens, si j'ai un vrai truc du fond, du fond de truc, d'une remarque qu'on m'a fait cette semaine qui m'a piqué et j'ai envie que tu me répondes à ça. Un entrepreneur, en plus un méga entrepreneur qui a une licorne, et donc on va aller sur la transparence jusqu'au bout. J'étais au Tech Fest à Grenoble, super événement d'ailleurs que je recommande pour l'année prochaine, où j'ai vu Alex Génie, et il y a un mec qui me dit, écoute, j'ai rencontré Arnaud, on a été dithyrambique sur Arnaud, j'aime bien le bonhomme, il est passionné, il est machin, etc. Mais tu sais quoi, je pense qu'il est trop tendre, c'est un petit foufou, etc. Et que quand on va rentrer, comme toi tu connais ça, on va rentrer dans des négos pour certaines des boîtes dans lesquelles OVNI aura investi en seed ou en série A, et qu'on arrivera en série B, il va se faire dévorer par les fonds sur comment on appelle ça, les waterfalls, les types d'actions, les choses comme ça. Arnaud, c'est comme Thatcher, c'est une main de fer dans un gant de velours. Il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas que Arnaud. On a Augustin qui a roulé sa bosse depuis très longtemps dans les fonds d'investissement. Depuis très longtemps. Alors je sais qu'il n'aime pas ça, mais parfois je l'appelle l'animal à sang-froid, parce qu'il a justement... C'est comme dans Cedexis, quand tu recrutes, c'était un puzzle, c'est-à-dire que tu mets des gens qui s'emboîtent entre eux dans le sens compétence pour que l'un arrive à contrebalancer et à équilibrer le tout. Et c'est vraiment le côté de l'intelligence collective. Et je pense que tu es là aussi backstage pour contrebalancer aussi, potentiellement s'il y avait une faiblesse là-dessus. On enverra ce bit à cette personne, que je ne vais pas citer quand même, ce serait pas sympa, il ne m'a pas donné l'autorisation. Ok, on avait fini, les investisseurs venaient avec nous. Et puis si vous êtes dans un fonds aussi, envoyez-nous des bons dos dans lesquels vous voulez venir avec nous, parce qu'on saura les mettre en avant sur des podcasts, sur des tas de choses, on saura leur faire bénéficier de notre réseau. Et puis on est cool, et puis on aime nos amis des fonds à côté. C'est de la co-opétition. Ouais, exactement. On peut gagner tous ensemble. Salut, merci. À bientôt. Ciao.